Ça continue donc sur marchéofstrasbourg.fr. Les entretiens d'Emmaüs, c'est maintenant. Thierry Kuhn, Flore Berlingen, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, on est très heureux. Je suis très heureux d'accueillir Flore, ancienne directrice de Zero Waste France, Surtout, et puis c'est aussi à ce titre, et c'est à ce titre-là qu'elle est invitée par Emmaüs Mundo ce soir, auteur de Recyclage, le grand enfumage. On va voir un peu ce que c'est que cette histoire de grand enfumage. Comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable. Je suis très content de t'accueillir, parce que c'est pas la première fois qu'on fait des débats ensemble. Et également, je me souviens de ce moment sur le numéro spécial de Socialterre en particulier, où tu m'avais invité aussi sur le zéro déchet. Je ne sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs ce numéro, parce qu'il était très intéressant. Il doit en rester quelques exemplaires. Si on peut en retrouver. Et puis aussi, on peut le dire, tu as rejoint l'équipe d'Emmaüs France il y a peu de temps, mais c'est pas à ce titre-là, encore une fois, c'est au titre de l'écriture de ce bouquin qui est sorti il y a quelques mois. Que j'ai lu cet été. Et puis, on avait envie... du coup, c'est un cycle, les invités d'Emmaüs Mundo, c'est un cycle sur un certain nombre de sujets. La semaine dernière, avec Maurice Vince, président d'Alsace Nature, le lien entre le social et l'environnemental. On va aborder la question des médias, également avec Edoui Plenel la semaine prochaine. Et puis, les questions de solidarité avec un autre nouvel acteur d'Emmaüs, Cédric Héroux, mais qu'on connaît depuis bien longtemps dans la vallée de la Roya sur l'accueil des migrants, dans une toute nouvelle communauté Emmaüs. Mais... on va revenir à notre sujet pour le coup. Et peut-être, Flore, je te proposerais peut-être de nous aider un peu à décrypter ces notions de réduire les déchets, le réemploi, la réparation, la réutilisation, le recyclage, les 3 R, les 4 R, les 5 R, selon... voilà. Qu'est-ce que ça recoupe un peu toutes ces questions-là? Comment on fait pour réduire nos déchets et puis quelles sont les différentes manières de le faire? Oui, il y a beaucoup de questions là. En fait, souvent, ce mot recyclage, il est utilisé de manière un peu générique comme ça pour décrire l'ensemble, c'est-à-dire à la fois la réduction, la réutilisation, le réemploi, la réparation. Tout ça, c'est recyclé au sens courant. En fait, si on prend un sens plus technique, plus précis, le recyclage, c'est quand on va chercher à récupérer de la matière, mais ça passe par la destruction de l'objet. Donc on va recycler le plastique, des bouteilles en plastique, en les détruisant. Et tout ce qui se situe en amont, c'est-à-dire réduire à la source, en évitant de surconsommer ou en faisant de l'éco-conception. Et puis ensuite, la réutilisation, le réemploi, qui consiste à donner une seconde vie d'utilisation au même titre que l'usage initial, on va dire, pour l'objet ou le vêtement ou le meuble, etc. Tout ça, ça se situe en amont du recyclage, théoriquement, et c'est à privilégier si on veut respecter un principe qu'on appelle la hiérarchie de traitement des déchets, qui vise en priorité à réduire l'utilisation à réduire la consommation de ressources et la production de déchets, et donc qui réordonne tous ces R de manière assez claire en disant qu'il faut d'abord réduire, réutiliser, réemployer, réparer éventuellement, et en dernier lieu, recycler si on n'a pas tellement d'autres solutions. C'est comme ça qu'on optimise vraiment au maximum l'usage de nos ressources et qu'on évite de produire des déchets. Ok, donc on va revenir à ces questions de réduire notre consommation, la question du réemploi, de la réparation qui nous intéresse. Et puis... voilà, c'est un peu le cœur de métier d'Emmaüs depuis 70 ans. On va y revenir. Mais aujourd'hui, effectivement, on intime un peu aux citoyens: recyclez vos déchets, faites du tri. Et pour le coup, derrière, on recycle. Et c'est quand même, effectivement, principalement ce qu'on met en avant aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est pas la priorité. Enfin, il y a une hiérarchie de traitement des déchets. C'est effectivement le point de départ de ce livre, en fait. C'est de se dire le message principal qu'on envoie aux citoyens depuis
plus de 30 ans maintenant, parce que l'arrivée du tri en France, c'est le début des années 90. Donc depuis plus de 30 ans, on entend ce message qu'il faut trier, que c'est le geste écolo par excellence, le premier geste à faire en tant que citoyen. Et c'est vrai, bien sûr, il faut trier. Et ça, alors, je le redis peut-être dès maintenant, l'idée de ce livre et l'idée que je défends, c'est absolument pas de dire qu'il faut arrêter de recycler. Non, il faut recycler. Par contre, il ne faut pas considérer que c'est suffisant et qu'on peut mettre tous les moyens dans cette direction et qu'on sera sorti d'affaire. Non, donc le problème et le point de départ de ce livre, c'est qu'on a mis l'essentiel des moyens et des discours en faveur du tri et du recyclage et que ça peut envoyer le message que c'est suffisant et que ça suffit à rendre soutenable notre consommation. Et que même, peut-être, ça peut rendre soutenable le jetable généralisé qui est devenu un peu notre modèle de consommation. C'est ça, tu veux dire que d'une certaine manière, ça peut être contre-productif également, parce que si on se dit, OK, je peux continuer à consommer parce que de toute façon, derrière, c'est recyclé, je suis tranquille, et puis j'ai un geste vertueux pour l'environnement, sauf que ce n'est pas forcément le cas, parce que ça peut nous encourager aussi à continuer à consommer... C'est ça, le recyclage est devenu, et c'est le sous-titre du livre, est devenu l'alibi du jetable, l'alibi numéro 1, parce que le jetable a quand même un peu mauvaise presse, notamment le plastique jetable, et face à cela, le recyclage est érigé en réponse, en rempart environnemental, alors qu'il n'apporte pas malheureusement toutes les solutions. Alors tu parles quand même d'un enfumage, du coup, tu vas fort. Hein, oui, alors, effectivement, enfumage au sens de l'écran de fumée. Ouais. Qui est mis justement devant cette industrie du jetable en fait. Le recyclage sert d'alibi et sert d'écran de fumée pour éviter d'avoir à se confronter à la vraie question qui est celle du jetable et de sa non-soutenabilité. Et quand je parle de jetable, je parle pas seulement des emballages jetables, du plastique jetable, je parle aussi de manière plus large de tous ces objets ou vêtements dont la durée de vie n'est pas celle qu'elle devrait être. Donc aujourd'hui, on peut considérer quand même qu'une partie de la mode est jetable, qu'une partie du mobilier qui est vendu est jetable, parce que tout simplement leur durée de vie n'est pas suffisante. Donc voilà, c'est le jetable au sens large que je remets en question. Et l'argument du recyclage, il est utilisé pour toutes ces catégories de produits. Il est utilisé bien sûr pour les emballages, en se disant finalement ce qu'on met dans la poubelle jaune, dans la poubelle de tri, c'est pas si grave, c'est pas vraiment du déchet puisqu'on va le recycler. Donc on finit par se dire, par en tirer cette conclusion. Mais c'est valable aussi pour de nombreuses autres catégories de produits. Le fait qu'il y ait cette possibilité de recyclage peut nous laisser penser qu'on peut donc consommer et surconsommer éventuellement sans trop de culpabilité. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu analyses un petit peu dans le bouquin aussi, hein? Globalement, il y a des choses qui sont... on a les petits logos, on se dit c'est recyclable, sauf qu'en réalité derrière c'est pas recyclé. Pour le coup, parce que les filières n'existent pas forcément. Donc là encore, ça nous donne bonne conscience, etc. Sauf que derrière, c'est juste pas organisé. Donc ça finit quand même soit en incinération, soit un peu sur l'industrie du recyclage derrière. Et quelles sont les limites en fait du recyclage? Oui, en fait, il y a plusieurs types de limites. Il y a les limites techniques, technologiques. Le fait que le recyclage aujourd'hui n'est pas possible pour l'ensemble des matériaux. Par exemple, la moitié des emballages jetables, des emballages en plastique jetables qui sont mis sur le marché aujourd'hui ne sont pas recyclables. Donc voilà, on n'a pas de solution aujourd'hui pour les recycler. On voit bien là que par exemple c'est un élément sur lequel le citoyen il a beau faire l'effort de trier, c'est pas entre ses mains. On voit bien que, c'est aussi une autre des choses que j'adresse dans ce livre, c'est le fait qu'à force aussi d'entendre ce message orienté vers le citoyen, on en oublie qu'il y a d'autres responsables dans l'affaire. Donc si je reviens aux limites technologiques, c'est la non-recyclabilité d'une part, et puis c'est le fait que le recyclage ne soit pas possible ni parfaitement ni à l'infini. Donc le nombre de cycles de recyclage, il est variable suivant les matériaux et suivant la qualité des matériaux. Il va être
très réduit pour ce qui concerne le plastique, le papier, le carton. On recycle absolument pas à l'infini. Donc on voit bien que cette boucle, elle n'est pas parfaite et à un moment elle s'arrête. Et puis d'une part, le recyclage ne se fait pas non plus à l'infini pour d'autres raisons. Enfin, il ne se fait pas sans impact environnementaux aussi. Parce qu'à l'inverse du plastique ou du papier ou du carton, on a d'autres matériaux qui, eux, se recyclent avec une certaine qualité, une perte qui est moins importante, une perte de qualité qui est moins importante. Donc c'est le cas, par exemple, du verre ou de certains métaux. Mais dans ce cas-là, c'est avec un coût énergétique ou un coût de consommation d'eau qui n'est pas négligeable. Donc, aucun matériau n'a des possibilités de recyclage sans aucun impact ou qui soit totalement parfaite. Donc ça, c'est une autre catégorie de limites qui font qu'on ne peut pas se contenter juste d'explorer cette piste du recyclage en se disant que ça va faire rentrer notre économie dans une ère dite circulaire. L'économie circulaire, c'est aussi un mot qu'on entend beaucoup, un terme qu'on entend beaucoup. On voit bien que, en tout cas, le recyclage n'est pas cette boucle parfaite et qu'il faut absolument donc étudier en amont les autres possibilités avant d'avoir à recycler. Il faut étudier les possibilités de réemploi, de réparation, de réutilisation. Okay, donc là, c'était la première catégorie de limites. Ouais. J'ai peut-être été un peu longue. Non, pas de souci. Les limites donc techniques, technologiques, mais il y a aussi des limites organisationnelles ou économiques qui font que les filières de recyclage sont absentes. Parce que la rentabilité économique peut être jugée non suffisante. Et donc, dans ce cas-là, il y a si c'est pas rentable, on le fait pas. Oui, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Il peut exister des procédés de recyclage pour certains matériaux, mais faute de rentabilité économique ou faute de débouchés, eh bien, ces filières sont pas en place aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre catégorie de problèmes. L'absence de recyclage peut aussi s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas de dispositif de collecte. C'est-à-dire qu'on peut avoir un procédé, on peut avoir les entreprises qui exploitent ce procédé parce qu'il est jugé rentable, mais on n'a pas la collecte, c'est-à-dire un dispositif qui permette de centraliser les déchets d'un même type, etc. Et on voit que là, ces trois conditions qu'on vient d'évoquer, encore une fois, elles ne dépendent pas directement du choix du citoyen. Ce sont des choses à régler en amont du geste de tri. C'est ça. On parlait tout à l'heure de déculpabilisation aussi des citoyens. Tu l'as dit, oui, il faut qu'on trie. Il faut qu'on trie nos déchets. Il faut d'abord qu'on essaie de les réduire et par une autre consommation. On y reviendra certainement. Il faut qu'on continue à trier, mais sauf qu'il ne faut pas qu'on se dise que oui, le recyclage, c'est bon, j'ai recyclé, j'ai fait mon tri, ça va partir en filière de recyclage. Pour les raisons et pour les limites que tu as évoquées, des questions techniques, des questions économiques pour le coup, et des questions de collecte sélective, oui, cette notion de recyclage a ses limites sur lesquelles le citoyen en tant que tel n'a pas de pouvoir d'agir directement. C'est de la responsabilité à la fois des acteurs publics pour ce qui est par exemple de l'organisation de la collecte, mais c'est aussi et surtout de la responsabilité des entreprises qui font les choix de conception et qui décident de mettre sur le marché tel ou tel produit et tel ou tel emballage. Et c'est effectivement quelque chose sur lequel je reviens beaucoup dans le livre, cette notion de responsabilité, puisque c'est quand même un principe qui est inscrit dans la loi française et européenne, le principe de responsabilité élargie du producteur, qui a donné lieu à la création de filières dites REP, pour responsabilité élargie du producteur. Le principe de ces filières, c'est que les producteurs ou les fabricants ou distributeurs étant jugés responsable de la mise sur le marché de tel ou tel objet, tel ou tel emballage, étant responsable, il faut qu'ils prennent en charge aussi la fin de vie de ces objets ou emballages qu'ils mettent sur le marché. Le problème, c'est que la manière dont sont conçues ces filières fait que cette responsabilité, elle s'exerce surtout sur le plan financier, c'est-à-dire que les fabricants et distributeurs contribuent financièrement à la prise en charge du déchet.
alors bien que pas forcément suffisamment. C'est le consommateur qui paye. Alors indirectement, oui, il y a une répercussion sur le consommateur. Mais pour moi, cette responsabilité, elle ne devrait pas seulement s'exercer par le paiement d'une éco-contribution, puisque c'est le terme consacré. Elle ne devrait pas seulement s'exercer par cela, mais par les choix initiaux en fait de conception des objets ou des emballages. Donc là, on est dans un système qui est un petit peu réducteur. Enfin, en tout cas, cette notion de responsabilité, pour moi, elle est très réduite par ce dispositif des filières REP. Et donc, on aboutit à finalement des choix, des arbitrages qui ne favorisent non seulement pas forcément le recyclage, mais qui ne favorisent pas du tout la réduction à la source des déchets et des consommations. Est-ce qu'au final, il n'y a pas aussi un peu une grande hypocrisie autour de cette notion d'économie circulaire ? Finalement, ton bouquin, il aurait pu s'appeler aussi Recyclage, la grande hypocrisie. Et puis, dans la mesure où la promesse de l'économie circulaire, telle qu'on l'a beaucoup entendue ces dernières années, et puis on a participé à la feuille de route économie circulaire, voilà, on a beaucoup réfléchi en essayant de faire avancer les choses, mais voilà. Cette hypocrisie, la promesse de l'économie circulaire, qui est de dire on passe d'une économie linéaire, c'est-à-dire on prélève des ressources naturelles, on produit, on consomme, on jette et et puis on continue à épuiser la planète de cette manière-là, de passer à une économie circulaire où il y a une circularité des objets et puis on réduit notre empreinte du coup sur les ressources de la planète. Est-ce que d'une certaine manière cet enfumage autour du recyclage aujourd'hui n'est pas une manière de dire les industriels, ne vous inquiétez pas, on a fait notre virage écolo, etc. On a bien compris les enjeux environnementaux, mais grâce à ça, grâce à l'industrie du recyclage, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à consommer, vous pouvez continuer à jeter peut-être plus proprement, etc. On s'occupe de tout, et puis voilà, ne changeons surtout rien. D'une certaine manière. Et puis derrière, les enjeux économiques qui sont quand même pas négligeables du coup. Complètement. Alors il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Déjà, cette notion d'économie circulaire, elle n'est pas forcément à jeter, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'elle a quand même l'intérêt de remettre en question l'économie linéaire. Et il fallait la remettre en question, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des changements à opérer de mode de production et de mode d'organisation de toute la chaîne, de tout le cycle de vie des objets et des emballages. Mais effectivement, le problème, c'est que comme tous les concepts à succès, elle a très vite été dévoyée ou alors réduite finalement dans son ambition et dans... Ou récupérée. Oui, dévoyée, réduite, récupérée. On est toujours dans le langage, dans le langage de la récup. En fait, si on la réduit au recyclage, justement, c'est là que ça devient problématique. Et malheureusement, c'est ce qui est fait par un certain nombre d'entreprises qui affichent partout leur stratégie économie circulaire, qui annonce des virages vers l'économie circulaire. Oui, on a changé de paradigme, etc. Et en fait, quand on gratte un peu, quand on essaye de voir quelles sont les actions concrètes, il n'y a que des actions liées au recyclage. Et parfois d'ampleur assez modeste. Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de remise en question des fondamentaux de ces entreprises qui sont parfois fondées sur l'usage du jetable, par exemple. Donc on est juste dans une solution un peu palliative qui remet pas du tout en question ce qui devait être mis en question. Ce qui devrait être mis en question si on voulait vraiment faire un changement de paradigme vers une économie réellement circulaire. Donc oui, malheureusement, ce concept d'économie circulaire peut parfois contribuer à noyer un peu le poisson et à éviter que d'avoir à prendre des décisions un peu plus ambitieuses. Et d'ailleurs, c'est aussi dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme d'enfumage. C'est enfumage au sens d'écran de fumée, mais c'est aussi enfumage au sens de quand même,
détournement, de instrumentalisation, voilà, du recyclage à des fins de marketing ou à des fins de lobbying. Instrumentalisation à des fins de marketing, je vais donner un exemple, ce sera peut-être plus concret, c'est quand par exemple des grandes marques de vêtements, H&M pour ne pas les citer, vont offrir des bons d'achat en échange du fait qu'on leur rapporte des vêtements. Là, on n'est pas alors sous prétexte de recyclage. Là, on n'est pas du tout dans l'idée de réduire une surconsommation et de changer le mode de production de cette industrie. On est dans le fait, au contraire, encourager les gens à rapporter leurs vêtements pour mieux reconsommer tout de suite après et en achetant du neuf. Donc là, on est vraiment dans une instrumentalisation de l'argument du recyclage pour perpétuer au contraire une surconsommation. Et puis instrumentalisation à des fins de lobbying aussi, justement quand, par exemple, le législateur, et c'est arrivé en France et dans d'autres pays européens, le législateur, donc nos élus, les députés, les sénateurs commencent à s'inquiéter effectivement quand même cette question du jetable, cette question des déchets, et se disent bon, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose en faveur de l'économie circulaire et puis de la réduction des déchets, parce que quand même, nos concitoyens sont de plus en plus inquiets par la question du plastique, notamment, etc. Et donc, il y a des réflexions qui s'engagent pour savoir s'il ne faut pas interdire certains produits. Et ça a été le cas déjà pour une série d'objets ou d'emballages jugés particulièrement inutiles. Et donc, quand ce type de réflexion sur de futures réglementations commence à s'engager, la réaction de certaines entreprises, c'est d'annoncer des plans volontaires en faveur de l'économie circulaire, pour couper un peu l'herbe sous le pied du législateur, éviter une réglementation qui soit réellement contraignante, en disant mais en fait c'est bon, vous inquiétez pas, on a tout prévu, nous on est en train de s'organiser, on est déjà en marche, en transition, en marche vers cette économie circulaire, et donc il n'y a pas lieu de légiférer, c'est pas la peine de s'embêter parce que c'est quand même très lourd ces processus. Surtout pas de contraintes aux entreprises, et surtout pas de choses trop contraignantes en fait, puisque nous sommes de bonne volonté et nous voulons y aller. Et donc des engagements volontaires sur l'économie circulaire, il y en a à l'appel. Sauf que ces engagements, du coup, ils n'engagent que ceux qui les signent déjà, c'est-à-dire en général une poignée d'entreprises, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de leur secteur. Donc on voit bien qu'on ne règle pas le problème. Et puis en plus, ce sont juste des engagements volontaires qui peuvent être complètement révisés en cours de route, etc. Et qui n'adressent pas forcément l'ensemble des problèmes. Donc et puis qui sont aussi, par ailleurs, pas spécialement démocratiques, puisqu'ils n'ont pas été débattus par le public large. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est plus le citoyen qui a son mot à dire à travers ces institutions démocratiques, parce que c'est pas légiféré. C'est bien les entreprises sur la base du entre guillemets volontariat qui vont mener des actions, pour essayer de montrer qu'elles sont volontaires là-dedans et puis de freiner du coup la décision des pouvoirs publics là-dessus. C'est quand même, on a l'impression que c'est quand même tout un, c'est plus qu'une impression, c'est tout un système qui est et qui reste productiviste, qui nous encourage, certainement surtout en cette période de consommation. Du coup, on a été un peu freiné là pendant les périodes de confinement, même si on a eu les uns et les autres des réflexes extrêmement intéressants et on sait faire de consommer autrement et de consommer des circuits courts, de consommer du durable, etc. On a quand même l'impression que le système fonctionne là-dessus, en fait. C'est effectivement la liberté d'entreprendre, surtout pas de contraintes. On veut bien faire des choses un peu vertueuses, parce qu'on sent qu'il y a quand même une lame de fond. On pense à la jeunesse qui réfléchit à d'autres manières de consommer de plus en plus, pas que les jeunes, mais c'est beaucoup les jeunes aussi qui ont cette conscience de plus en plus. Et puis de laisser le pouvoir de décision aux mains des entreprises et des grandes entreprises internationales. Le pouvoir de décision, oui, aux mains des entreprises et puis finalement aux mains du marché aussi, parce que c'est aussi, encore une fois, même pour les questions de
recyclage une confiance complète en le fait que le marché va permettre de répondre à un besoin de manière un peu automatique. Et on voit que, parce que à nouveau, ce livre n'est pas un livre contre le recyclage, mais plutôt contre la manière dont le système est organisé aujourd'hui. Et justement, si on voulait faire du meilleur recyclage, il faudrait peut-être justement prendre des décisions plus contraignantes et plus démocratiques et des décisions qui ne soient pas laissées aux mains du marché, même pour l'amélioration du recyclage. Par exemple, il serait assez logique de restreindre l'utilisation de certains matériaux dès lors qu'il n'y a pas de possibilité de recyclage derrière. Pour ce qui est des emballages, qui sont quand même un des gros problèmes, ou en tout cas un des problèmes les plus visibles, on sait qu'il y a certaines résines de plastique qui sont recyclables, d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on pourrait décider de se limiter à 2, 3 ou 4 résines plastiques qu'on sait à peu près trier, collecter et recycler en France. Et puis, les autres, tant qu'il n'y a pas de solution de recyclage, leur usage est soit interdit, soit restreint à des utilisations absolument indispensables. Donc ça, ce serait le type de décision. Là-dessus, qu'est-ce qui bloque là-dessus? Parce qu'effectivement, en termes de plastique, et c'est un enjeu essentiel, et puis on est de plus en plus aussi conscientisé là-dessus. Qu'est-ce qui bloque là-dessus? Pourquoi on n'est pas en capacité de réduire le nombre de types de plastique Parce que justement, il faudrait que ça passe par des processus démocratiques, législatifs. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie des décisions qui sont reléguées à des dispositifs qui ne sont pas vraiment démocratiques, qui sont de l'ordre de l'autorégulation des entreprises. La concurrence libre et non faussée, le marché... Alors, pas tout à fait, mais par exemple, pour ce qui concerne les emballages, une partie des décisions sont prises non pas directement par le législateur, mais dans le cadre de ce qu'on appelle les filières REP, les filières de responsabilité élargie du producteur, qui sont censées être un dispositif où les entreprises s'organisent elles-mêmes pour exercer leurs responsabilités. Et donc, par exemple, tout ce qui est ce dont je parlais à l'instant, la question de quels matériaux choisir en fonction de leur degré de recyclabilité, etc. Ça, on pourrait imaginer que ce soit plutôt la loi ou les pouvoirs publics, en tout cas, qui déterminent quels sont les matériaux à privilégier ou ceux, au contraire, qu'il faut éviter et qu'il y ait des pénalités qui s'appliquent, des taxes en fait qui s'appliquent dès lors qu'il y a un problème majeur de recyclabilité. Mais non, plutôt que ce mécanisme de taxe, on a choisi un mécanisme auto-régulé qui est celui des éco-contributions avec des modulations, des bonus-malus qui sont censés avoir ce rôle d'incitation. Sauf que comme ce système est piloté par les entreprises elles-mêmes, alors théoriquement sous le contrôle de l'État quand même, mais elles sont quand même à l'initiative, en tout cas dans ce système des filières REP. Et donc, elles y vont à reculons. Enfin, on ne peut pas le dire autrement. Et donc ce type de problème qui peut paraître très technique, en fait, mais qui on pourrait l'adresser et trouver des solutions assez concrètes et avancer vite, c'est freiné depuis des années par le fait que la gouvernance du système est quand même aux mains de ceux qui sont directement concernés et dont les intérêts ne vont pas forcément dans ce sens-là. D'accord. Voilà, on a un peu abordé beaucoup la question du recyclage et les limites aussi de cette notion de recyclage pour diverses raisons. Je voudrais qu'on revienne un peu, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là, du coup, en tant que citoyen, en tant que aussi les acteurs, peut-être d'abord du point de vue du citoyen. Tu nous as parlé de la hiérarchie des déchets, ou du traitement des déchets, ou de la prévention des déchets, puisqu'on est bien aussi dans la notion de prévention des déchets. D'abord, c'est réduire aussi. Alors, on peut peut-être réduire aussi notre consommation pour éviter de continuer à prélever aussi des ressources naturelles. En termes de mode, il y a des objets, des vêtements qui sont obsolètes, pas seulement parce qu'il y a une baisse de qualité, mais aussi parce que on nous incite aussi à renouveler chaque saison, etc. On n'a pas forcément toujours... Je vais planquer mon téléphone portable, quoique il est assez ancien, mais on n'a pas forcément toujours besoin...
quand l'iPhone 10 sort, je ne sais pas où on en est d'ailleurs en termes d'iPhone, quand l'iPhone 10 sort, on peut peut-être garder encore son iPhone précédent. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'iPhone d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Comment on fait en tant que citoyen pour moins consommer, réduire notre consommation? C'est le sujet de ce week-end sur la consommation responsable. Tu vas dire qu'on peut acheter chez Emmaüs aussi, évidemment. Je vais le dire, forcément. Tu vas dire. Oui, en fait, alors avant même peut-être de savoir où est-ce qu'on peut acheter de manière alternative, il y a effectivement cette question que tu rappelles, qui est de résister à la pression qui nous fait acheter toujours plus ou renouveler nos achats plus fréquemment que l'on en aurait besoin. Et je parle de résister parce que je pense que on est nombreux à se sentir sous pression par rapport à cette question de la consommation. Alors en plus, en ce moment, consommer, c'est presque devenu un acte citoyen, entre guillemets, parce qu'il faut aider les commerçants, etc. Alors, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est vrai on subit quand même une pression publicitaire qui a forcément un effet sur nos actes d'achat. Mais on peut se désabonner d'un certain nombre de newsletters qui sont des rappels constants à commander, à acheter, etc. On peut éteindre la télé. Oui, alors on peut aussi quand même avoir envie de continuer à s'informer, mais en tout cas, il y a des petites choses qu'on peut faire éventuellement pour se libérer un petit peu de cette pression publicitaire. On peut aussi tout simplement éviter la fréquentation de certains lieux qui nous poussent aussi à la consommation. Mais alors... une fois qu'on a fait tout ça, il reste quand même qu'on a besoin de se nourrir, qu'on a besoin de se vêtir et de s'équiper. Et dans ce cas-là, en tout cas pour les biens durables ou censés être durables, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est d'éviter le neuf, puisque le neuf va donc susciter l'extraction de ressources, un processus de transformation qui peut lui aussi être coûteux en ressources et en ressources énergétiques ou en eau en particulier, tout le processus de transport, etc. Donc, éviter l'achat de neuf, c'est avoir vraiment un gros impact en termes de réduction des consommations. Et beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer, parce qu'en fait, on ne s'imagine pas que derrière un vêtement ou derrière un smartphone, il y a des dizaines de kilos, voire des centaines de kilos de matières premières qui ont été utilisées, transformées, etc., plus toute la consommation énergétique et la consommation d'eau. Donc en fait, c'est vraiment l'iceberg. En fait, le produit qu'on voit dans les rayons, c'est la face émergée de l'iceberg, de toutes les consommations de ressources qu'il a fallu mettre en œuvre pour arriver à cette production d'objets. Donc finalement, quand on évite d'acheter un objet neuf, on a un impact positif qui est encore plus grand que ce qu'on imagine, je pense. Alors, comment on évite d'acheter neuf ? Il y a Emmaüs et il y a les ressourceries, recycleries, tous les acteurs du réemploi solidaire. En premier lieu, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut aussi faire soi-même, c'est-à-dire de la réparation, de la récup et de l'échange, du troc. Finalement, réactiver aussi, reprendre l'habitude de poser la question à son entourage, tout simplement, de savoir s'il n'y a pas un objet, un vêtement disponible autour de soi, en fait, qui est inutilisé, qui traîne dans un tiroir ou dans un garage. C'est reprendre l'habitude de renouer des liens ou de se rendre service et pas forcément systématiquement d'essayer de se débrouiller seul, en fait, en allant acheter à la première occasion. Il y a un aspect, pardon, excuse-moi, mais il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est aussi la question du lien social, pour le coup. Oui. Quand tu dis ne pas rester seul, oui, j'ai un trou à faire dans mon mur parce que je veux accrocher un truc, je ne vais pas acheter une perceuse pour l'utiliser une ou deux fois dans l'année. Et je peux aller voir dans ma famille, auprès de mes voisins, il y a peut-être une perceuse qu'on peut se prêter entre nous, voire l'acheter ensemble pour pouvoir...
Oui. Voilà. Ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, etc. Mais oui, la mutualisation, partage, d'équipements. Ouais, je pense que c'est quelque question du lien social qui est d'autant plus que derrière l'objet, pour le coup, et derrière l'outil en l'occurrence, c'est aussi des compétences et c'est aussi du partage de compétences, de savoir-faire aussi qui peut être favorisé. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais cette question du lien social est extrêmement importante dans une autre manière de consommer. Qu'on retrouve aussi dans le réemploi solidaire, parce que alors c'est avec des objectifs plutôt d'insertion, de création d'emplois, etc. Mais on a aussi ce lien avec des enjeux sociaux auxquels on veut répondre par ailleurs. Donc finalement, oui, on peut faire vraiment d'une pierre deux coups ou d'une pierre plusieurs coups en cherchant à éviter. Alors nous, c'est un défi qu'on avait lancé avec Zero Waste France il y a déjà 3 ans, qui s'appelle le défi Rien de Neuf, parce qu'on se disait que finalement se fixer ce petit challenge, il y a un aspect ludique à la chose, se fixer ce challenge de ne rien acheter de neuf. Alors, on avait lancé le défi pour 1 an. Certains le continuent toujours. Se fixer ce petit challenge, ça veut dire qu'on s'oblige à se poser la question systématiquement avant de faire un achat de la manière dont on va se débrouiller. Donc, soit, comme je l'ai dit, en questionnant le besoin. Est-ce que cet achat est finalement vraiment indispensable, soit en essayant de déployer une stratégie alternative au neuf qui peut passer soit par du réemploi solidaire, soit par du partage, etc., etc. Mais en fait, le simple fait de se mettre dans cette démarche-là, alors ça nous pousse à un peu plus de créativité et ça nous fait prendre de nouveaux réflexes qui peuvent avoir aussi des répercussions dans plein d'autres champs et des répercussions positives auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, par exemple en termes de lien social. Et puis alors, par ailleurs, parce que là on parlait des objets ou des vêtements durables, mais il y a aussi tout le champ de notre consommation quotidienne pour nous nourrir, pour tout ce qui est nettoyage, hygiène, etc. Donc pour ces consommations courantes, là aussi, il y a des moyens d'éviter la casse déchets en fait, et de se fournir de manière un peu différente pour éviter la production d'emballage par exemple, ou l'utilisation d'emballage. Alors je ne sais pas si je détaille maintenant, mais bon, tu peux y aller. La question des emballages, je crois que c'est extrêmement important. Et puis, d'acheter par exemple en vrac. Il y a des choses qui existent à Strasbourg. Évidemment, peut-être que pour le public de ce off, ce sont aussi déjà des réflexes et des choses qui sont très courantes. Donc, je vais peut-être répéter, mais bon. On ne sait jamais. Oui, l'achat en vrac. Alors, l'achat en vrac, est facilité si on a la chance d'avoir une boutique spécialiste de vrac à côté de chez soi, parce que ça permet dans ce cas-là de faire vraiment l'ensemble de ses courses en vrac. C'est pas toujours le cas. On n'a pas forcément toujours une boutique de ce style à côté de chez nous. Et on ne va pas faire 50 km pour en trouver une non plus. Ce serait peut-être contre-productif sur le plan environnemental. Mais en fait, il y a quelque chose de tout simple qui, a priori, existe dans la totalité des communes de France, en tout cas à proximité de chez nous, ce sont les marchés et le fait d'acheter directement aux producteurs. Et dans la plupart des cas, ça permet de réduire considérablement les déchets. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, et je refais un petit aparté sur les enjeux globaux. Je dézoome un petit peu du consommateur, mais le jetable, il s'est rendu indispensable parce qu'on a allongé la distance et la durée entre le producteur et le consommateur. Parce que aujourd'hui, l'un des arguments qui est avancé par les entreprises du secteur agroalimentaire, par exemple, pour justifier l'emballage jetable, c'est de dire, mais cet emballage, il faut arrêter de le voir comme quelque chose de mauvais. L'emballage, il est vertueux, il protège le produit, ça évite même du gaspillage alimentaire. Voilà.
Et bon, évidemment, moi, je m'oppose à cet argument parce qu'en fait, on oublie de dire que, mais en fait, pourquoi il faut le protéger, le surprotéger, ce produit alimentaire? C'est parce qu'il a parcouru des milliers de kilomètres parfois et qu'il a été stocké X fois, qu'il a subi des hausses et des diminutions de température, etc. C'est pour ça qu'il faut le protéger autant. Si on était sur des circuits beaucoup plus courts et qu'on évitait ces hérésies que sont les transports de continent à continent pour des aliments qu'on peut produire à côté de chez nous, eh bien on n'aurait pas besoin de cet emballage jetable, ou en tout cas beaucoup moins. En plus faible quantité. Donc, voilà, je referme ma petite parenthèse. Mais voilà, quand on n'a pas des solutions de vrac complètes à côté de chez soi, on a peut-être à minima des marchés de producteurs ou des producteurs chez qui on peut acheter directement avec beaucoup moins d'emballage. Voilà. Et puis après, il y a tout le système de la consigne, évidemment aussi, qui permet de réemployer les emballages, notamment bouteilles, bocaux, la consigne pour réemploi, qui est encore, pour le coup, assez présente en Alsace par rapport aux autres régions françaises. C'est le seul endroit où on peut plus facilement se procurer des boissons consignées. Donc ça, c'est une chance. Et ça là, donc on est sur des dispositifs qui, évidemment, ne relèvent pas seulement du citoyen consommateur, même s'il a son rôle à jouer, puisqu'il faut qu'il ramène la bouteille. Et évidemment, il faut que ce soit mis en place par des producteurs. Ça peut aussi être mis en place avec le soutien de collectivités locales. Donc, des acteurs publics peuvent aussi se positionner pour soutenir activement ce type de circuit logistique. Et puis, il y a plein de nouvelles activités qui se créent justement pour remettre en place des dispositifs de consigne sans que ce soit une charge trop importante pour les producteurs. Voilà, donc il y a une part d'innovation sociale aussi qui vient, une part de nouveaux projets qui se montent pour faciliter la remise en place de ces dispositifs de consigne. Ok, je crois qu'on approche de la fin, mais je voudrais encore une question justement pour en revenir à cette notion. Alors, on parlait tout à l'heure de la limite aussi en termes de consommateurs. On n'a pas forcément toujours les moyens d'acheter du bio, etc., d'acheter du circuit court. Là, pour le coup, sur plein d'exemples que tu as cités, c'est accessible effectivement à tous. Le seconde main, le partage, le lien social. Là, on peut se partager des objets, on peut récupérer aussi auprès de ses voisins de sa famille. Acheter chez Emmaüs, voilà, c'est accessible à tous. Et au contraire, il y a de plus en plus de gens qui viennent à Emmaüs de toutes conditions, de toutes origines. Voilà, c'est un lieu de brassage et puis avec plein de gens différents qui viennent. Cette notion, la semaine dernière, on avait abordé la question, justement, le sujet, c'était le lien entre le social et l'environnemental, entre le défi social. On a, un système qui nous mène, pour le coup, aux inégalités, au chômage longue durée, au chômage de masse, et puis c'est pas le confinement qui va améliorer la situation. C'est pas le confinement qui nous a apporté la crise économique, la crise sociale et la crise environnementale. Elle a été qu'un révélateur. On n'a pas non plus qu'on soit toujours à dire c'est le Covid ou la Covid, pardon. Voilà, c'était préexistant. Et puis on a quand même, ça fait un moment qu'on alerte sur cette question-là. Donc si on veut à la fois résoudre la question sociale et la question environnementale et avancer sur ces questions-là, on voudrait juste revenir sur cette question de réemploi solidaire qu'on défend et qu'on défend les différents acteurs. Tu as cité les recycleries, ressourceries, Emmaüs, etc. Et tous les autres, tous les acteurs là qui sont autour du marché offre, qui sont sur cette question-là. Oui, ça crée de l'emploi aussi. Et ça crée de l'emploi en particulier pour les personnes les plus en difficulté, pour les chômeurs longue durée. Il y a un certain nombre de chiffres qu'on a beaucoup cités, nous, les acteurs du réemploi solidaire. 10 000 tonnes de déchets en termes d'enfouissement, je crois que c'est 1 emploi. En termes de valorisation énergétique, c'est 3 emplois. En termes de recyclage, justement, c'est une trentaine d'emplois, je crois. Et en termes de réemploi, donc réemploi, réparation, réutilisation,
ça génère 10 000 tonnes de déchets, génère 800 emplois, il me semble. C'est les chiffres que j'ai en tête. Ça montre bien que la hiérarchie de traitement des déchets, c'est aussi, on la retrouve exactement dans l'intensité en emploi qu'il y a derrière les différentes activités. C'est ça. Et de l'emploi local, de l'emploi non délocalisable. Voilà. Donc c'est effectivement une autre manière de consommer qui est pour le coup, en l'occurrence, accessible à tous. C'est à la fois vertueux en termes d'environnement. Et on priorise la gestion des déchets à la fois en réduisant notre consommation et qu'on se tranquillise là-dessus. C'est pas en allant moins acheter du neuf qu'on va détruire des emplois. Puisque tu as cité une marque, je vais en citer une autre, Primark qui s'est installée à Strasbourg. C'est pas en allant acheter chez Primark qu'on va créer de l'emploi. C'est bien en achetant du local, du vertueux au niveau social, du réemploi. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi et de l'emploi de qualité pour des personnes qui sont aujourd'hui au chômage longue durée. C'est le lien social, la création d'emplois et puis embarquer un peu tout le monde dans cette histoire-là et puis arriver à répondre à des enjeux sociaux. Voilà ce que ça amène aussi, cette question-là. Mais c'est important effectivement de le rappeler, d'insister dessus parce que c'est parfois la critique qui est faite aux écolos, qui est faite à ceux qui, comme moi ou comme Zero Waste France, disent qu'il faut moins consommer, et surtout pas surconsommer, et qu'il faut acheter moins de neuf. C'est vrai qu'il y a souvent cette réponse un peu d'accusation de vouloir détruire des emplois, alors que c'est exactement le contraire. On préconise plutôt la réorientation de nos choix de consommation vers des alternatives qui sont plus génératrices d'emplois. Et bon, dans le réemploi, bien sûr, mais aussi dans la réparation et dans les systèmes de location ou de partage, il y a aussi, dans certains cas, de la création d'emplois. Sur la réparation également, parce qu'on a perdu aussi beaucoup d'emplois là-dessus, alors qu'il y a un gisement d'emplois extraordinaire sur ce sujet-là. Ouais. Ok. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose non, je pense qu'on a fait. On a fait un joli tour là, pour le coup sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et à très vite.